C'est l'histoire d'un voyage, un train, une nuit, un rêve. Qui sait quand il commence, qui sait quand il finit. Rencontre avec Mathilde Chèvre des éditions Le Port à Jauny dans le cadre du festival Drôle Lecteur à Montbazillac. Je suis Mathilde Chèvre, comme la chèvre. Mais à Bergerac, on a plein de gens qui s'appellent Chèvre, justement. Et justement, c'est ma famille. Ah, d'accord. Jacques Chèvre, c'est mon oncle. Ah, je suis une grande copine de Jacques et de Jeanne. Voilà, super. C'est un hasard. Oui, je vais à d'autres salons, mais là, Montbazillac, c'est particulièrement ma Madeleine de Proust, vous voyez. Parce que sinon, vous vivez où? À Marseille. À Marseille. Donc, vous pouvez me présenter un livre en bilingue dont m'a parlé Dominique. Et vous êtes quoi là-dedans Parce que j'ai vu plein de noms. Alors moi, là-dedans, je suis l'éditrice. Super. Et la maison d'édition s'appelle? Ça s'appelle Dar al-Min al-Asfar. Dar Nashr bil-Arabi ou bil-Français. Et ça s'appelle Le Port à Jauny. Et c'est une maison d'édition qui publie des livres en bilingue, en français et en arabe, parce que ce sont mes deux langues. N'ayant pas grandi à Bergerac, n'est-ce pas? Mais plutôt de l'autre côté non, plutôt dans les montagnes des Pyrénées, mais avec un petit séjour d'enfance en Algérie, à l'époque où le frère de Jacques Chèvre était technicien agricole en Algérie, dans les années 70-75, les fameux pieds rouges quelque part là. Et c'était après l'indépendance. Et certainement que les premières années, on m'a beaucoup bercé et chanté en arabe. Ça a dû planter des graines qui font que... C'est resté ou tu l'as réappris? Non, je l'ai réappris. Enfin, je l'ai appris tout court d'ailleurs. On sent la musique quand même. À entre 20 et 22 ans, j'ai fait des études d'arabe et je suis partie vivre en Égypte. Bon, en tout cas, c'est ça, le Port à Jauny, c'est la croisée de ce chemin-là. Voilà. Est-ce que tu aimerais présenter un des livres qui t'aime bien, particulièrement? Je vais présenter La Mu'allaqa, parce que La Mu'allaqa, c'est un vieux poème, c'est un poème du désert, c'est un poème qui date avant l'islam. Et c'est après avoir appris à dire Sabah al-Khir, Sabah al-Nour, matin de bonheur, matin de lumière, après avoir appris à dire des rubaiyat, qui sont des quatrains, c'est comme ça que j'ai appris l'arabe, en apprenant par cœur de la poésie. Au bout d'un moment, à force d'être allé loin dans cette langue, j'ai appris, comme toute personne lettrée dans le monde arabe, ce poème qui date d'avant, donc qui est un poème anti-islamique, on appelle ça. Donc ça a été écrit dans le désert par des bédouins. Chaque tribu avait son chantre, avait son poète. Et au moment des grandes retrouvailles des tribus, quand les tribus se retrouvaient pour échanger, pas que de la poésie, mais des informations et du matériel, il y avait la joute oratoire, la joute des poètes qui gagnait, qui donnait l'honneur à la tribu. Le poète qui avait écrit le plus beau poème. Et je pense que ça dit assez bien la place que la poésie a prise dans mon parcours. Et en fait, dans le parcours, je pense, c'est comme un témoignage de ce qu'est la poésie comme genre littéraire vraiment très vivant, très oral et pas du tout élitiste, réservé à une niche. Dans le monde arabe, on a une joute oratoire qui continue comme ça. Et si je dis Kifa nabki min zikra habibin wa manzili à quelqu'un, il continue. Il enchaîne parce que c'est comme un jeu. C'est vrai pour la chanson aussi. C'est vrai pour des extraits de films. Il y a vraiment un truc très savoureux dans lequel on plonge quand on apprend l'arabe et quand on vit dans les pays arabes. Pour moi, c'était l'Égypte et la Syrie. Et alors de retour à Marseille, c'était quand même un peu triste de voir que la langue arabe c'était viande halal, lahm halal et masjid. C'est quand même réduire à une peau de chagrin ce qu'est la culture. Et donc moi, mon envie, ça a été de témoigner de ce vaste champ
littéraire. Et donc c'est bilingue. Certains poèmes, comme la Mu'allaqa, qui est ce vieux poème, est traduite en français. C'est toi qui traduis ou... Alors des fois oui, mais de moins en moins. Parce que franchement, ça aussi c'est un enjeu. Avoir une traduction qui soit fine, poétique, c'est mieux si c'est une poète qui le fait. Non, moi maintenant j'édite. J'édite et j'orchestre. Je suis choisis peut-être. Ouais. Je choisis souvent des séries d'images et je les donne en écriture avec un thème. Et ce thème, il est souvent, je me suis rendu compte qu'il est souvent nourri par cette mu'allaqa. Parce que mu'allaqa, ça veut dire le poème suspendu, et il est suspendu probablement parce qu'il est tellement haut, tellement beau, qu'on le voit comme ça au-dessus. Et il est plein de thématiques comme le frottement des matières, la sensation du corps en paysage, le corps qui devient un paysage, je ne sais pas moi, les sensations de la marche, je vois les herbes folles ici, pierre d'un jour, la matière de la pierre et la journée d'une pierre. C'est des thèmes comme ça que j'ai exploré en apprenant par cœur ce poème, et aujourd'hui ça irrigue. Et alors c'est vrai pour certains thèmes, et puis il y a d'autres thèmes dans la maison d'édition, des choses beaucoup plus politiques. Et puis aussi, il y a un thème très fréquent, c'est convoquer la mémoire par des objets, comme les chaises par exemple. Voilà. Donc tout ça, il n'y a que moi qui le sais. C'est un peu intello, je me rends bien compte. Mais ça ne donne pas une maison d'édition intello. Je pense que ça donne des textes très sensoriels, au contraire. Et ça marche? C'est peut-être une question idiote, mais est-ce que vous avez par exemple des instituts ou des... Oui, est-ce que vous pouvez faire des trucs avec des écoles? Alors là, il y a deux réponses possibles. Est-ce que ça marche d'un point de vue économique? Et vraiment, à ma grande surprise, je dois dire, ça marche. Ça marche et c'est vrai qu'on pourrait se dire que poésie plus langue arabe, c'est vraiment un double écueil. Et en même temps, comme dirait l'autre, c'est un double choix de la part des libraires. On voit très bien que c'est rédhibitoire pour certains libraires. Les livres ne rentrent pas parce qu'ils ne voudraient surtout pas que leurs clients croient qu'ils soutiennent l'islamisme. On a déjà entendu ce genre de phrase. Donc là, tant pis pour vous, si la confusion est à ce point forte dans votre cerveau entre une langue et une forme d'extrémisme politique, parce que c'est rien d'autre. Surtout qu'en plus, visuellement, c'est presque des... Bon, moi, je ne vais pas prêcher, voilà, c'est pas la peine. En fait, le but n'est pas de prêcher, le but est de témoigner et de porter une attestation de ce que langue arabe peut vouloir dire dans son croisement avec langue française et culture croisée. Et donc ça marche grâce aux Belles Lettres qui sont notre diffuseur-distributeur. Et puis ça marche au niveau symbolique aussi parce que par exemple cette année on a gagné le prix de la poésie à Bologne qui est quand même le festival de Cannes de la littérature jeunesse. Donc c'est peu de le dire que c'est surprenant que ça marche. Et après, il y a tous ces témoignages pour moi c'est surtout ça qui marche, c'est les témoignages de gens qui travaillent avec des migrants et qui utilisent les textes pour accompagner l'apprentissage du français, des enfants qui viennent et qui disent à leurs parents « Je veux à tout prix ce livre de poésie, là, Les Rocheuses et Brumes ». Et ils finissent par l'avoir. On est bien content pour vous. Merci beaucoup. Merci.